Oui, donc c'est une présentation de 10 minutes, donc je vais la faire moi-même, mais on prendra les questions ensemble et on discutera les prochains jours, tous les trois, donc avec Maria et Baruch Gottlieb. Donc je vais parler de projets récents qu'on a développés avec le collectif artistique d'innovation. J'ai juste besoin d'une télécommande pour pouvoir enchaîner les différents slides. Oui, je peux juste faire signe quelque part. Donc depuis 12 ans, on a mis en place un collectif art recherche qui s'appelle donc d'innovation. C'est un collectif avec lequel on essaie de composer des équipes vraiment sur mesure, spécifiques pour chaque projet. En lien avec les enjeux justement intellectuels, les enjeux de recherche et aussi les enjeux pratiques de chacun des sujets dans lesquels on essaie de creuser. Donc tous ces projets se font effectivement avec des artistes, des intellectuels, des chercheurs, mais aussi en fait avec le monde académique. Donc ça fait le lien avec ce qu'on vient d'entendre, dans le sens où on essaye d'avoir à la fois un endroit privilégié en fait d'échange critique avec des scientifiques, mais aussi que de manière réciproque nos réflexions, nos pratiques, nos provocations puissent recirculer dans le champ académique et faire avancer la typologie du débat. Je vais parler de manière assez rapide des formes que ça peut prendre. Donc bien sûr, il y a tout un ensemble d'expositions et d'outils qui circulent en ligne et donc qui peuvent être appropriés, transformés, etc. Mais on développe aussi des expositions et des livres comme celui qu'on peut voir ici. Donc qui est A Bestiary of the Anthropocene. C'est un projet qui en fait observe, on va dire, le niveau d'artificialisation planétaire auquel on est arrivé, et donc à travers une compilation des êtres hybrides avec lesquels on cohabite, à travers les différents champs classiques du vivant. On a comme composé une forme d'état des lieux de l'hybridation ou de l'artificialisation planétaire. Donc c'est une forme de compilation critique qui nous aide à observer ce niveau d'artificialisation à travers aussi bien l'impact des radiations que l'impact des microplastiques, que les différents types d'impacts et de conséquences anthropiques. Donc ce livre prend aussi la forme d'exposition et réunit aussi les 60 artefacts qui sont étudiés et observés dans le livre. Donc comme je le disais, depuis 2018, toutes nos recherches explorent en fait les frictions entre les questions de croissance économique et de crise écologique. Et on essaie de voir en fait historiquement comment, en remontant ce fil, on peut observer notre condition contemporaine différemment. Donc comment en fait cet angle très spécifique qui est de voir les différents niveaux de corrélation entre les effets de la croissance économique et les différentes crises climatiques, écosystémiques, biodiversité qu'on est en train de vivre, comment ça nous permet un éclairage critique et très productif, très stimulant, qui nous permet aussi de prendre en main et de développer une capacité d'agir sur notre situation. Donc aujourd'hui, on va observer notamment une série de projets plus formels, plus pratiques, qu'on appelle donc les prototypes post-croissance. En fait, comme j'expliquais, on a tout un ensemble de recherches entre art et science, mais qu'on essaie de traduire sous des formes tangibles, et notamment en se focalisant sur certains des interviews qu'on a produits, en extrayant des notions clés qui nous semblent particulièrement virulentes et cruciales en ce moment. Donc je vais me focaliser sur quelques-unes assez rapidement. La première notion sur laquelle on a essayé de développer ces formes de prototypes,
C'est pour mettre le doigt sur la complexité de compréhension de ce qu'est la valeur intrinsèque des écosystèmes ou de la biosphère. Donc en fait, on a évidemment une compréhension très économique du monde à travers le système économique et politique dans lequel on vit, nous oriente sur la manière dont on est capable d'apprécier, d'embrasser ce qu'est la notion de valeur. Et du coup, on a essayé de mettre en place une installation dont l'objet serait justement de challenger, de mettre en enjeu critique cette idée de la valeur intrinsèque, de ce que fournissent notamment les écosystèmes à tout ce dont on profite, à tout ce dont on dépend en permanence. Donc en fait, ce qu'on a mis en place pour cette expérience, c'est tout simplement 1 mètre carré de blé qui est cultivé complètement séparé des écosystèmes, donc dans une salle noire, une boîte noire si vous voulez. Et en faisant ce petit déplacement très simple, d'un seul coup on est obligé de rendre visible tout ce dont dépend la survie d'1 mètre carré de blé. Et du coup, on rend hyper visible la dépendance en eau, la dépendance en lumière solaire, la dépendance en vent, en nutriments, etc. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est jouer le jeu de l'économie justement et commencer à quantifier, estimer ce que coûterait la simple survie d'1 mètre carré de végétal si les écosystèmes n'étaient pas présents ou étaient tellement endommagés qu'ils ne répondent plus aux attentes ou à leurs services courants. Et du coup, en faisant cette espèce de déplacement un peu contre-intuitif, on obtient des choses intéressantes qui sont que d'un seul coup, 1 kilo de blé coûterait $300 et non plus 30 centimes comme c'est le cas aujourd'hui sur les marchés. Donc c'est-à-dire on est sur des rapports d'échelle d'à peu près 1 millier de fois plus grands. Notre enjeu ici n'est pas tant de proposer une quantification parfaite ou exacte ou mathématique, mais plutôt de donner à voir en fait les ordres de grandeur complètement faramineux qui séparent en fait notre compréhension économique de la valeur des choses au quotidien de quelque chose qui serait peut-être plus proche de leur valeur intrinsèque, entre guillemets, proche de leur véritable valeur. Je vais vous montrer un petit extrait des formes que ces projets prennent. Donc là, il y a une forme d'introduction vidéo qui pose les grands concepts du projet. Et puis ensuite, je vous montrerai les formes plastiques. The Life Support System experiment consists of 1 square meter of wheat cultivated artificially in a closed environment. All inputs, such as water, light, heat, and nutrients, are measured, monitored, and displayed for the public. This 1 square meter unit is capable of furnishing 1 day's worth of necessary caloric nutrition for 1 human adult every 4 months. To feed a single human adult would require approximately 100 such units running continuously. This procedure makes palpable the orders of magnitude of material and energy flows that are required to reproduce human nutritional requirements in closed or artificial environments, in contrast to outdoor agriculture on arable land. L'agriculture traditionnelle sur une terre cultivable. Vent. By attempting to grow a staple food such as wheat, which has historically provided the greatest proportion of necessary caloric intake for humans in Europe, this indoor farm experiment is a counterexample which points to the vastness of the ecosystem contributions involved in conventional agriculture. Des processus qui font partie de l'agriculture conventionnelle. Évidemment très paradoxal comme expérience, mais c'est justement via ce dispositif paradoxal qu'on arrive à mettre en lumière des aberrations justement dans notre capacité à
prendre la mesure de la valeur intrinsèque des écosystèmes. Donc là, on voit justement la manière dont cette expérience est mesurée et quelque part quantifiée en temps réel lorsqu'elle est exposée. Donc l'exposition dure à peu près à chaque fois 3 mois, le temps d'un cycle naturel de croissance du blé. Et cette estimation très empirique s'ajuste et se régule au fur et à mesure de l'expérience jusqu'à la récolte du blé résultant, qui produit rarement le kilo qui serait attendu. Voilà. Ensuite, je vais revenir un petit peu sur les processus dont Maria a pu parler un peu avant. Donc, on a produit ces différents projets basés sur tout un ensemble d'interviews qu'on a conduit pendant plusieurs années avec des chercheurs. Et une des grandes questions qu'on s'est posées, c'est comment activer, comment mettre au travail ces notions. C'est bien beau en fait de collecter des notions théoriques, mais en fait ensuite l'idée c'est comment on rend ça activable, comment on le rend utile et comment on le met au travail dans la vie de tous les jours. Et donc une des techniques ou une des stratégies qu'on a mises en place, c'est le fait de créer des espaces-temps pour que justement ces notions puissent être mises en friction, travaillées et échangées de manière critique à travers des dispositifs de jeu. Donc ce dispositif de jeu est présenté en ce moment au Centre culturel canadien. Et tout simplement, c'est en fait on va dire un contexte qu'on a produit pour que des gens s'assoient autour d'une table pendant 40 minutes, 1 heure et mettent au travail ces différentes notions, en explorent leurs limites, leurs contradictions et voilà, essaient d'explorer les enjeux d'une fin progressive des ressources fossiles et les différents niveaux de conséquences sur notre structure de société. Par la suite, donc là c'est un petit peu les dispositifs d'interview publique qu'on a mis en place. Et je vais vous présenter juste un extrait rapide des formes que prennent ces interviews, dont on a extrait à chaque fois une notion clé qui nous semblait centrale ou cruciale. Ici avec Geoffrey Bowker, qui est un scientifique et théoricien. In order to create a set of niches that you need for various life forms to specialize. So again, it's not thinking about Earth as the background and life here. C'est pas une question de voir la Terre comme le contexte et la vie est là. Il s'agit de la diversité géologique. We can think of a couple of examples of the ways in which that's changed. Quelques exemples. Officiellement. Donc voilà un deuxième extrait d'interview dans une discipline complètement différente qui est celui des connaissances autochtones. On a travaillé avec Rose O'Leary qui nous a partagé différentes notions dont je vais en présenter une. So the seventh generation principle is just that anytime that someone makes a decision, à chaque fois que l'on prend une décision, il faut réfléchir à son impact à 7 générations à l'avenir. Et bien réfléchir à cette décision et porter la responsabilité de ses conséquences à 7 générations. Le principe de la 7e génération est appliqué plus généralement, et c'est généralement le cas. Par exemple, quand j'étais petite, on m'a appris que lorsque l'on récolte des plantes, par exemple, il faut toujours laisser 7 plantes pour chaque plante cueillie. Et c'est pour pouvoir laisser les plantes se régénérer également. Donc on ne pense pas qu'à la 7e génération des humains, mais on pense à toute la vie sur Terre et la 7e génération à l'avenir, pour reconnaître que nous avons besoin de cet équilibre pour survivre.
d'interviews sur lesquelles différents projets artistiques se sont déployés par la suite. Je vais rapidement mentionner le dernier qui est présenté ici au forum, qui s'appelle Shadow Growth, donc qui est basé également sur un échange avec David Archer, qui est un scientifique dans le champ climatique américain et qui a essayé avec ses collègues d'estimer quel serait en fait le coût social du carbone. Donc une grande partie de la discussion contemporaine sur le coût social du carbone est un peu bloquée dans l'estimation de ce que les entreprises seraient prêtes à payer en termes de taxes pour changer leur activité. Donc on appelle ça coût social du carbone, mais en réalité c'est le coût souhaitable pour le monde industriel. Et donc, ce qu'essaient de faire ces chercheurs, c'est complètement différent. Ils essaient en fait de estimer le coût en termes de dommages pour les générations à venir de chaque nouvelle tonne de carbone émise dans l'atmosphère. Et en faisant une étude très pragmatique, très terre à terre, des changements dont on sait déjà qu'ils auront lieu, comme la montée du niveau de l'eau, la diminution du rendement agricole, etc. Donc je vais lui laisser la parole où il présente un petit peu ses enjeux et je vais vous montrer comment on a développé toute une recherche et un projet artistique autour de ça. Discounted in the social cost of carbon, reflecting that we don't really care about the deep future so much. But the impacts of CO2 release on the climate will last much longer than we will live. And so the social cost of carbon, by reflecting our personal preferences, ends up throwing away most, like 99.9% or more of the damages in the deep future because we don't care about them so much. So the ultimate cost of carbon, we designed this to try to eliminate this discounting so that it would add up all the future costs and put them all in units of present day, dollars. Kind of like a measure of the long-term climate impacts converted into units of dollars for us today. In the ultimate cost of carbon, we tried to isolate just the climate impacts as if they were being felt by us today as if we were people that were going to live forever. We tried to treat humanity the way biologists would treat a biological population, that there would be a carrying capacity of the planet which will be compromised in the future by sea level rise and by temperature changes that sort of move us outside of the agricultural best climate. So the paper is intended to translate the very difficult to conceptualize longevity of the climate impacts into units that mean something to us, dollars. Voilà, et donc une des choses intéressantes qu'on s'est rendu compte en travaillant avec ce papier et avec David Archer, c'est que en fait, si on commence à mettre leur modèle au travail justement, et qu'on le confronte à la croissance économique que à peu près tous les pays du monde se flattent de produire annuellement, on se rend compte qu'en fait ce coût social du carbone, le coût social projeté dans le futur, est au moins aussi élevé que toute la croissance qu'on prétend avoir produit depuis le début de l'ère industrielle. Et donc, encore une fois, on ne se base pas sur ces chiffres tant pour prouver une exactitude que pour donner des éclairages, pour donner en fait des ordres de grandeur, des éclairages critiques sur notre compréhension des relations économiques qu'on entretient. Et donc là, si on regarde par exemple Global North et Global South, le Sud et le Nord global, on se rend compte par exemple
d'une part de la responsabilité historique du changement climatique du Nord, en voyant l'ombre extensive de la croissance économique du Nord. On se rend compte aussi que aussi bien la croissance que l'ombre, c'est-à-dire les émissions carbone et leurs effets négatifs quantifiés en dollars du Sud, est sans commune mesure. Donc ça alimente des outils actionnables potentiels pour un arbitrage de problématiques climatiques quotidiennes qui vont se développer dans les années à venir. Je vais sauter par-dessus cette courte vidéo et présenter un petit peu la forme de l'installation. Donc dans l'installation, on présente ces différents graphiques et ces quantifications critiques qu'on a mises en place. Et également, en fait, la courbe de croissance du pays dans lequel on est. Donc là, c'est une exposition en Hollande, où on a reconstitué la courbe de croissance depuis le début de l'ère industrielle en Hollande. Et on projette à l'échelle ce qui serait cette ombre sous-estimée ou négligée de la croissance économique. Voilà, je vous remercie et soit on a le temps pour les questions, soit sinon on pourra en discuter pendant toute la semaine avec Baruch Gottlieb qui est ici, Maria Rochkowska qui est ici et moi-même Nicolas Maigret. Merci.